Et l'invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Yannick. Le groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On commence avec le coronavirus. Éric Coquerel, l'inquiétude qui grandit en Europe après la découverte de nombreux cas en Italie. 3 morts ce week-end en Italie. Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, qui s'est exprimé hier. Pas d'épidémie en France, pas de nouveaux cas. Mais la France se prépare. Est-ce que vous êtes rassuré, confiant sur la gestion que fait le gouvernement de ce sujet ? Écoutez, le gouvernement, enfin, en tout cas les équipes médicales, ce qu'il reste heureusement quand même de l'hôpital public en France, qu'ils n'ont pas réussi à casser complètement, ce qui fait qu'on a quand même encore un État, on a quand même encore un service de santé publique, on a quand même des spécialistes, on a des équipements en chambre de confinement. Moi, j'ai pas suffisamment de connaissances, je dois le reconnaître, pour estimer si la situation est grave, inquiétante, etc. C'est-à-dire la placer à une échelle de Richter du risque médical. J'ai l'impression quand même qu'on essaye de faire en conservant des libertés, on essaye quand même de faire au mieux. Voilà, c'est un peu mon jugement sur ce qui est en train de se passer. Mais je suis inquiet comme tout concitoyen. Je lis les journaux comme vous. Vous évoquez cette question de liberté. Est-ce qu'il faut commencer avec notamment l'arrivée de ce virus mortel en Italie? Est-ce qu'il faut commencer à imaginer de limiter cette liberté de circulation, limiter les vols notamment, même en interne? Écoutez, si à un moment donné c'est nécessaire, il faudra peut-être y venir. En l'occurrence, c'est pas limiter les libertés, c'est de prendre des précautions. Et je vous assure que dans ces cas-là, chacun le comprend. Mais Marine Le Pen, hier, disait, elle était invitée de nos confrères au grand jury, elle disait qu'il aurait fallu interdire les vols vers la Chine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Manifestement, vu ce qui se passe en France, on a à peu près bien agi. Moi, j'en sais rien. Marine Le Pen, c'est une spécialiste de tout, surtout pour dire qu'il aurait mieux fallu faire, et surtout pour limiter toujours, ou du moins d'indiquer toujours un danger qui vient de l'extérieur. Moi, ce que je sais en Italie, comme vous, je l'ai lu, je vais pas jouer aux spécialistes, tant mieux si Marine Le Pen l'est, mais ce que je sais de l'Italie, c'est que ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a peut-être des cas qui n'ont aucun rapport épistémologique avec ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire avec d'où vient la souche. Alors, moi, j'ai plutôt 2 réflexions globales par rapport à ça. C'est que, d'abord, il faudra voir si toute cette question ne vient pas de manipulation génétique dans l'agroalimentaire, de transfert de maladies entre des animaux et des hommes. On l'a déjà vécu. Ça, c'est une première réflexion que je peux faire. Et la deuxième, elle est aussi d'un point de vue économique. Parce que là, par contre, on va s'apercevoir assez vite des conséquences du coronavirus sur l'économie mondiale et aussi les conséquences d'une économie très globalisée, où la question, toutes les marchandises circulent, souvent au détriment de l'environnement, mais aussi au détriment, à un moment donné, de ce qui peut justement fragiliser l'économie. Je lisais ça veut dire quoi? Vous en tirez quoi comme enseignement? Comme enseignement, c'est que d'abord, l'économie mondiale est très fragile, parce qu'il suffit qu'à un moment donné, il y ait un ralentissement économique chez un des principaux acteurs de l'économie pour que ça joue. Mais autre chose, on me dit, je lisais dans les Échos récemment, excusez-moi de faire de la publicité pour notre journal, mais je lisais que, par exemple, une grande partie des éléments, des médicaments, je ne le savais pas, étaient produits en Chine. Et que donc, il y a peut-être des possibilités à l'avenir de rupture de stock. Vous voyez bien que tout s'interpénètre. Et moi, je pense plutôt que, à la fois pour des questions d'environnement, il faut revenir à des souverainetés alimentaires, il faut revenir à des souverainetés industrielles. Donc, une forme de relocalisation de nos industries, c'est ça? De toute façon, ça sera nécessaire pour le bilan carbone. On ne peut pas continuer comme ça un grand déménagement du monde qui coûte une fortune financière, qui a des conséquences sociales, mais qui a aussi des conséquences écologiques qu'on ne peut plus se permettre. Et peut-être que la question du coronavirus va aussi nous interroger sur cette question. Allez, on va passer à l'autre actualité, c'est la réforme des retraites, examinée à l'Assemblée nationale. Réforme examinée depuis lundi. Vous en êtes encore, vous les députés, à l'article 1er du texte. 6 000 amendements ont été examinés. Est-ce qu'au final, vous ne poussez pas le gouvernement à utiliser le 49.3 ? Non, écoutez, il ne faut pas rejeter la faute sur les autres. Voilà. Si le gouvernement imagine utiliser le 49.3, c'est sa seule responsabilité, et nous ne le voulons pas.
Nous le disons très clairement. Nous n'avons aucun intérêt à ça pour une bonne raison. C'est que s'il utilise le 49.3, alors certes, on pourra dénoncer le gouvernement et on le fera, montrant une fois de plus son caractère autoritaire, mais du coup, la loi passera en première lecture à l'Assemblée. Et nous ne voulons pas que cette loi passe en première lecture à l'Assemblée de façon expéditive. Toute la question, elle vient de là. Bon, donc ne rejetons pas les responsabilités. Vous savez, le 49.3, en général, quand il est utilisé, c'est quand vous avez un problème avec votre majorité. Manifestement, ce gouvernement, pas être le cas. Bon, on entend des bruits un peu de gens qui ne sont pas d'accord, mais pour l'instant, ils suivent comme des moutons en général. Donc, ce n'est pas ça leur problème. Donc, si leur problème, c'est uniquement de nous forcer, nous l'opposition ou les oppositions, à passer dans le calendrier qu'ils avaient défini, dont il faut se rendre compte qu'il est un calendrier inimaginable. D'accord ? C'est uniquement un calendrier politicien pour voter tout avant les municipales en 2 semaines. Ils comptaient nous faire passer une des lois les plus importantes de la Ve République qui casse le système des retraites. Ce que vous êtes en train de dire, Coquerel, c'est que de toute façon, cette loi va passer. Non. Soit par le calendrier, non mais in fine, je vous dis, soit parce que ça prendra le temps que ça prendra, soit parce que le 49.3 passera par là. Ce que j'espère, c'est que nous puissions avoir un débat normal à l'Assemblée nationale, avec un nombre de semaines normal par rapport à ce type de loi. Donc si on calcule 6 000 amendements par semaine, ça fait 7 semaines environ d'examen. Vous dites il faut siéger pendant 7 semaines. Moi je sais que la privatisation de TF1 avait duré 2 mois. Voilà, il y a eu des débats. Je pense que ne pas avoir le regard fixé sur à tout prix passer avant les municipales tellement En Marche en réalité a peur d'une sanction terrible, et ils ont bien raison, c'est quelque chose de pas raisonnable. Et surtout, je vais vous donner une autre butée par exemple qui serait raisonnable. C'est qu'on sait qu'il y a la conférence de financement qui aura lieu qui va donner ses conclusions la semaine du 6 avril. Est-ce que vous pensez normal qu'on vote une loi sans avoir connaissance d'un des éléments qui va nourrir cette loi? Bien sûr que non, y compris pour les syndicats. Donc si on était raisonnable, vu qu'il y a 2 semaines d'interruption pour les municipales, le gouvernement pourrait se dire, bon bah, on va arrêter d'essayer de faire passer ça de manière expéditive, d'accord? On va placer le vote de cette loi après la conférence de financement, ce qui ferait un débat de 7-8 semaines, ça n'aurait rien de tragique, on aurait le temps de donner des arguments. Bon, la raison pour laquelle ils ne veulent pas, c'est que souvent ils sont très mal. Si vous suivez, comme nous ne lisons pas le bottin, mais que nous essayons de leur poser des questions, si vous suivez les débats à la Commission, à l'Assemblée, vous verrez qu'on a révélé beaucoup de lièvres dans cette loi, beaucoup de lièvres. Donc il faut que ce gouvernement arrête de penser que son calendrier est celui d'une start-up nation où il doit passer en 2 semaines une loi qui mériterait au moins 2 mois de débat. Juste sur ce que vous venez de dire, pourquoi ils sont très mal? Parce que la loi est mal préparée ou parce que les députés ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qu'il y a dans cette loi? Ils sont très mal pour 2 raisons. Un, parce que cette loi, au fur et à mesure des débats, se révèle une loi de casse sociale sans précédent. Pour moi, c'est une régression civilisationnelle puisqu'il s'agit de faire partir les Français à la retraite toujours plus tard, sans même qu'ils sachent à quel âge ils pourront partir en commençant leur carrière, et puis parce que c'est la baisse des pensions généralisées et des cadeaux aux retraites par capitalisation. Ça, c'est le cadre, j'allais dire, c'est le côté critique. Mais en plus de ça, elle est mal fichue. C'est-à-dire qu'ils ont fait un système qu'ils vont nourrir ensuite par ordonnance, c'est-à-dire pas par l'Assemblée nationale, qui crée des trous financiers. Cette loi qui était censée réagir par rapport à un éventuel, qui durait en l'occurrence quelques années, mais un éventuel déficit au niveau du système de retraite, il commence par en créer 3,5 milliards d'euros par an, par exemple, sur cette histoire de palier, de passer de palier de 8 à 3, c'est-à-dire au-dessus de 10 000 euros de salaire, de faire en sorte que les cotisations soient ramenées à 2,8%. Maintenant, ils l'admettent, ça coûtera 3,5 milliards d'euros par an. L'État employeur, qui jusqu'à maintenant cotise à hauteur de 72% pour les fonctionnaires, ramené à 17%, ils le disent eux-mêmes, c'est 42 milliards d'euros par an, et on ne sait même pas dans la loi comment ils vont faire face à ça. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on voit que cette loi, elle est mal fichue, mal organisée, en plus d'être une véritable, atteinte au patrimoine social français. Donc pour ces raisons, nous, on pense on pense toujours qu'ils doivent la retirer, d'accord, ou alors faire un référendum, puisqu'ils ont l'air sûrs de l'opinion publique. Ça, c'est la première question qui est posée. Et en tout état de cause, ils ne peuvent pas penser la passer de manière expéditive. Il faut arrêter avec ça. Vous, est-ce que vous êtes prêt à retirer certains de vos amendements pour que ça aille plus vite ou pas du tout? Mais nous, il n'y a pas de temps. Écoutez, hier, la journée était assez symbolique. Je dis ça parce que j'entends les médias qui disent bon, France Insoumise est irresponsable. Nous, hier, on a défendu 40 amendements. 40 amendements à la journée. Les députés d'En Marche ont fait au moins le double d'interventions pour dire
pour ce qu'on appelle nos interventions ouin-ouin, c'est-à-dire ils se plaignent sans arrêt, l'opposition c'est pas bien, ils veulent débattre, ils veulent poser des questions, on leur répond pas, mais qu'importe, etc. Ils en ont au moins fait le double. Donc déjà qu'ils arrêtent ça, vous verrez, tout s'accélérera. Donc nous, on ne retirera pas des amendements parce qu'en tout et pour tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a posé un certain nombre d'amendements multipliés par 17 députés. C'est une technique pour faire en sorte que nous puissions intervenir quand nous le souhaitons. Mais en réalité, si on regarde le compte, ça fait à peu près 1300 amendements qui vont être défendus au cours de cette loi. Qu'on ne dise pas que c'est trop. Enfin, d'où ça vient? Pour la loi de privatisation de Gaz de France, si je me souviens pas, il y en a eu 136 000. Mais ce gouvernement, il est habitué à passer tout de manière expéditive, en appuyant sur un bouton et en pensant que le reste va suivre. Des fois, ça ne suit pas. Et il faut qu'il se fasse à faire en sorte qu'il y ait un débat démocratique. Il faut même qu'il se fasse à faire en sorte que monte du pays l'exigence du retrait qui est plus que nécessaire. Si toutefois il appuie sur le bouton du 49.3, comme vous le dites, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, je veux dire, on fera ce que, à mon avis, la plupart des Français feront. C'est-à-dire que j'espère qu'il y aura des ripostes dans la rue, des manifestations, des contestations. Bon, après, il y aura la deuxième lecture au Sénat, qui, à mon avis, ne laissera pas passer la loi. Donc, ça reviendra à l'Assemblée. Donc, tout ça ne sera pas terminé. Mais je pense que le gouvernement commettrait, je m'adresse à eux, je pense qu'ils commettraient une lourde erreur. Parce qu'ils auraient tort de penser qu'on n'a pas un peuple intelligent. Voilà. Et ce peuple intelligent, il a lu la loi. Maintenant, il considère que dans son ensemble, elle est mauvaise, ça se voit de partout. Et si en plus, il passe en force une espèce de hold-up comme ils veulent le faire, je pense qu'il y aura des conséquences très graves dans les urnes pour En Marche. Mais surtout, le pays ne se laissera pas faire. Ça, c'est mon impression. Vous demandez le retrait, on l'a bien compris. Vous reconnaissez quand même la nécessité de réformer le système. Ah non. Le système, non. Mais revenir à ce qui était l'essence du système, c'est-à-dire permettre un progrès social, avant qu'on commence à reculer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, qu'on passe de 37,5 années de cotisation au fur et à mesure à 43, qu'on réduise les meilleures années, qu'on passe des pensions calculées sur les 10 meilleures années à 25 meilleures années, ça oui, on pense qu'on doit revenir là-dessus pour une bonne raison. C'est que nous estimons que les progrès de productivité, vous savez qu'on produit 3 fois plus, un salarié produit 3 fois plus qu'il y a 50 ans. La richesse qui est créée dans ce pays, elle ne doit pas seulement servir aux revenus du capital, comme on le fait malheureusement trop, et notamment ce gouvernement, mais elle doit servir aussi à permettre à un moment donné le partage du temps de travail. Et les retraites, ça permet aussi le partage du temps de travail. Donc il faut revenir sur ce qui a été le progrès pendant un siècle. Pendant un siècle, on avait beau vivre plus longtemps, mais n'empêche, on n'avait pas l'idée de se dire qu'il fallait rallonger l'âge de durée de la retraite. Au contraire, on faisait en sorte de permettre de partir plus tôt. Il faut revenir à ça, et j'allais dire que les chiffres du chômage s'en porteront également mieux. Alors, il y a quand même des choses qui se passent sur le fond du texte à l'Assemblée, notamment cet amendement qui a été inscrit hier, qui fixe un objectif de garantie d'un niveau de vie satisfaisant et digne aux retraités. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour vous? Est-ce que le gouvernement entend la gauche? On verra après ce qu'il va mettre dans le contenu. Mais l'idée, le problème est là. L'idée est parfaite, mais sauf que le problème, c'est que vous savez, on a un gouvernement, et c'est aussi un des aspects du problème, qui déguise depuis le début sa politique. Quand il casse avec les lois pénicaux le code du travail, il explique que c'est pour faire plus de protection sociale. Quand il fait en sorte que les gens partent toujours plus tard à la retraite, moins payés, il explique que c'est au nom d'une plus grande égalité et d'une meilleure redistribution des revenus pour les retraités. Donc il dit exactement l'inverse de ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle le Orwell, vous savez, 1984, la guerre c'est la paix, etc. Bon. Donc, j'allais dire que là, on en est un peu là-dessus. C'est-à-dire que ce qui va se passer, malheureusement, donc on a réussi à faire en sorte que cet amendement passe, parce que satisfaisant, on ne sait pas très bien ce que ça voulait dire, tout seul. Manifestement, ce gouvernement estime satisfaisant de supprimer l'APL pour les plus pauvres, de supprimer des chômeurs en faisant en sorte de les radier de la CEDI, comme ça il peut dire que l'emploi va mieux, et par contre de faire des cadeaux mirifiques aux plus riches. Donc ça c'est satisfaisant pour lui. Pour nous, c'est un scandale et c'est indécent. Donc on n'a pas les mêmes notions de satisfaisant. C'est quand même la preuve clairement. Que le gouvernement vous entend l'opposition on verra bien et rajoute des choses dans le texte. Bien sûr, donc on verra dans le contenu maintenant si ça correspond à ce qu'ils viennent de rajouter. Et permettez-moi pour l'instant d'en douter, vu ce qui vient dans la loi, en termes de fond, dans les articles suivants. Un mot juste sur la conférence de financement. Vous le disiez, elle se tient en parallèle de votre examen à l'Assemblée nationale. Est-ce que la CGT a eu raison de claquer la porte de cette conférence de financement? Oui, ils ont eu raison. Moi, je n'ai pas jugé ce que font les syndicats ou pas, mais cette conférence de financement, le problème, c'est que le gouvernement avait mis des cadres. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, c'est les mêmes cadres, les mêmes butées qu'ils comptent mettre ensuite pour, j'allais redire, le calcul de la possibilité de partir à l'âge à la retraite avec le système à points. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas jouer sur l'augmentation des cotisations, ce qu'ils appellent, eux, le coût du travail, et on ne pourra pas non plus
créer des déficits sur quelques années, quitte à presque ces déficits, quand la période économique va mieux, soient compensés. Donc il met 2 butées. Donc à partir de là, la seule solution, c'est exactement ce qu'ils sont en train d'amener, c'est-à-dire de reculer l'âge de départ à la retraite. Donc c'est un jeu biaisé, cette histoire. Bon, donc les choses ne sont pas ouvertes. Et la CGT qui ne porte pas, et ils ont bien raison, l'idée que on ne doit ni toucher au coût du capital, ni supporter qu'à un moment donné un régime temporairement soit en déficit, eh bien, est sorti. Mais encore une fois, cette conférence de financement, le gouvernement nous dit qu'il va soit en tirer des conclusions, soit il va revenir par exemple à l'âge pivot, qui était un peu à l'heure, parce que l'âge d'équilibre c'est à peu près l'âge pivot. Mais il reprendra la main si on n'est pas d'accord. Il va faire des annonces. Et encore une fois, moi je vous dis, on ne peut pas voter cette loi avant que les annonces aient été faites. Ça, c'est une proposition que je fais ce matin à ce gouvernement. On ne peut pas voter cette loi avant que les annonces soient faites. Éric Coquerel, le fait qu'il y ait eu une brèche dans l'intersyndical, dans le front syndical, notamment entre l'UNSA et Force ouvrière, etc., pour vous, c'est un problème ? C'est jamais bon que les syndicats se divisent, bien sûr. Alors, relativisons, c'est-à-dire que en réalité la division s'est pas faite dans un ensemble de syndicats en grève mobilisés. La CFDT l'était par les cheminots, ils continuent à l'être d'ailleurs, en tout cas ils sont dans le mouvement même si ça a changé de nature, mais c'est vrai que c'est pas M. Berger qui mettait des troupes dans la rue, qui mettait en grève des salariés. Donc il y a un peu un jeu de dupes là-dedans. Parce que je sais, vous avez raison de dire qu'il vaudrait mieux un front syndical uni. D'ailleurs, j'entends M. Berger qui commence quand même à dire que la coupe est peut-être un peu pleine dans ce qu'on est en train de lui représenter. J'ai entendu refaire des critiques il n'y a pas longtemps, donc on verra bien ce qui se passe par rapport à ça. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que l'intersyndicale, elle est majoritaire. Elle représente des syndicats majoritaires dans le privé et dans le public. CGC, CGT, FO, Solidaire, FSU, c'est majoritaire. Donc ça aussi, le gouvernement, le moins qu'on puisse dire, passe en force face à une majorité. Allez, un mot sur un autre sujet, c'est Jean-Michel Blanquer qui a fait hier le bilan de 2 mesures phares de la stratégie de lutte contre la pauvreté, les petits déjeuners gratuits à l'école et la cantine à 1 €. Il va étendre ces dispositifs. Est-ce que vous vous félicitez de ces mesures ? Écoutez, je pourrais m'en féliciter si tout ça s'adossait à une politique qui ne crée pas la pauvreté. Voilà. Or, l'an dernier, il y a eu 400 000 personnes en France de plus en dessous du seuil de pauvreté, pendant qu'on distribuait 400 millions d'euros de plus aux 60 000 personnes les plus riches. Voilà la politique de ce gouvernement. Donc ça, si vous voulez, après, on peut me dire ce qu'on veut, mais quand on baisse les APL, quand on fait une réforme du chômage qui fait en sorte que des gens, ce qu'on appelait les permittents, qui travaillaient quelques heures, sont sortis des chiffres du chômage et donc aussi des indemnités créant des travailleurs pauvres. Après, je veux dire, ce genre de mesures, je trouve qu'il y a un peu une indécence, voilà. Refaisons une vraie politique de partage des richesses, de justice sociale, considérant qu'il faut arrêter de donner toujours aux mêmes, aux plus riches, au détriment des plus pauvres. Et puis après, on pourra examiner ce genre d'études. Surtout qu'en même temps, on donne moins. Le gouvernement a fait en sorte que cette politique donne moins aux associations qui, elles, depuis des années, se battent justement sur le front de la pauvreté. Autre sujet qui revient sur le front de l'actualité, c'est la question communautariste. Emmanuel Macron va présenter une série de mesures. La semaine dernière, il s'est exprimé, depuis l'Alsace d'ailleurs, à propos de ce qu'il appelle les séparatistes, communautaristes. Vous pensez que les mesures qui sont présentées, notamment la suppression, en tout cas le remplacement des ELCO, l'enseignement des langues étrangères d'origine, dans les écoles, sont une bonne chose ? Je permettrais de dire que c'est assez curieux d'avoir cette déclaration depuis l'Alsace, oui, d'accord, où, comme vous le savez, nous contestons le fait qu'il y ait une atteinte à la laïcité avec un concordat qui fait qu'il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Mais c'est l'histoire. Je vais mettre ça de côté. C'est l'histoire. Non, oui, enfin l'histoire, c'est à la Bondo. Mais je vais revenir sur le début de ce que vous m'avez dit. Ça revient d'actualité. Mais comment ça se fait que ça revient d'actualité ? Ça vient d'actualité comme ça tombe comme ça ? Alors, ou c'est le chef de l'État qui met ça d'actualité ? Oui. Moi, je vais vous dire, je suis député en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de problème. Je suis député en Seine-Saint-Denis, j'y viens. Ouais. Franchement, je vais vous dire une chose. Depuis que je suis député, je ne vois pas comme ça une montée. Alors, en plus, on utilise un terme encore plus fort de séparatisme qui laisserait penser qu'en réalité, vous avez des quartiers entiers ou des communautés entendent faire en sorte, parce que c'est ça le communautarisme, entendent faire en sorte que leur loi soit supérieure à celle de l'État. Moi, je ne vois pas ça en Seine-Saint-Denis. Je ne vois pas. Non, c'est des phénomènes marginaux. Il y a quelques jours, la semaine dernière, l'un de vos collègues parlementaires
plutôt de droite, M. Lagarde, est accusé de copiner avec ces communautaristes. Les accusations de M. Lagarde, moi je vous dis ce que je vois. C'est injuste. C'est injuste. Non, vous avez deux sujets différents. Il y a toujours eu des communautés dans ce pays. D'accord ? Toujours eu des communautés. Okay, et c'est pas seulement une religion qui développe des communautés, c'est-à-dire des gens qui, parce qu'ils ont la même religion, à un moment donné, se retrouvent plus souvent entre eux, etc. Ça a toujours existé. Que des gens aient des politiques clientélistes vis-à-vis des communautés, c'est une chose. Mais ce n'est pas le communautarisme. Le communautarisme, c'est quand vous avez un risque qui fait en sorte que des gens font en sorte que leurs règles, leurs lois religieuses ou autres soient supérieures à celles de l'État. Et je vous le dis très clairement, en France, ce danger-là, d'accord, enfin, c'est pas qu'il n'existe pas, il peut être marginal, mais il n'y a pas d'augmentation. Le vrai problème en Seine-Saint-Denis et ailleurs, d'accord, c'est pas le problème de reconquête républicaine, c'est que l'État et la République ont été trop longtemps absents dans ce qu'elles doivent à tous les citoyens de notre pays, c'est-à-dire l'égalité républicaine, le fait d'avoir les mêmes droits, le fait d'avoir les mêmes accès au travail, le fait de ne pas avoir de discrimination. Voilà le problème qui est posé. Et je vais vous dire, il y a une chose qui m'insupporte dans ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Il y a une question sociale qui lui est posée, il déplace le problème et il se dit que ça va nourrir son débat avec le Rassemblement national et qu'à la fin, quand même, au bout du bout, il apparaîtra comme le plus modéré. Il est en train de préparer le deuxième tour de la présidence. Bien sûr, et je trouve ça malsain de mettre un sujet identitaire qui divise les Français, alors même qu'on est en plein débat social sur un des fondements de la République, de ce qui devrait être la République sociale dans ce pays, c'est-à-dire la question des retraites. Donc il joue un jeu très dangereux, d'autant plus dangereux que c'est pas lui qui en sera gagnant si jamais il arrivait à mettre cette question-là au centre du débat. Ça veut dire quoi, qu'il fait le jeu de Marine Le Pen au final ? Bien sûr, il fait le jeu du Rassemblement national et de toutes les idées de division des Français, identitaires et autres, par rapport, encore une chose, à quelque chose qui est largement du niveau du fantasme. Largement du niveau du fantasme. Il y a les municipales avant. Très rapidement. Il y a les municipales avant. Oui, justement. Vous serez très peu présent, en fait, dans les municipales. France Insoumise ? Oui. Non, on soutient beaucoup de listes. On l'a assumé, on est un mouvement jeune. La question était d'ailleurs pas forcément de partir sur nos couleurs, c'était plutôt de faire en sorte qu'il y ait des listes d'implication citoyenne, d'auto-organisation, parfois soutenues par d'autres partis. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire au mieux, avec des diversités locales. Moi, sur ma circonscription, par exemple Saint-Ouen, Saint-Denis, avec M. Bagayoko, Saint-Ouen avec Laurie Lefebvre et autres, on arrive à faire des listes citoyennes soutenues par France Insoumise qui assurent un renouveau écologique et social, et on verra bien les résultats à l'arrivée. Et merci beaucoup. Merci Éric Coquerel d'avoir été avec nous ce matin. Demain,